a affaire à qui quand on parle de ces cambrioleurs, et notamment de ces spécialistes, je ne sais pas si c'est des spécialistes du homejacking. On a affaire à qui et comment est-ce qu'ils font pour repérer les domiciles de telle ou telle personnalité? Comment est-ce qu'ils ont cette information? Alors, il y a deux types de profils. Vous avez les réseaux très organisés qui sont en général dirigés par un commanditaire qui, lui, utilise beaucoup de mineurs parce que les peines sont allégées au niveau procédural, au niveau de la justice. Et vous avez aussi les opportunistes. Là, je pense qu'on a plus affaire des opportunistes qui, malgré tout, sont experts, préparés, mais Et qui, bien eux, informés. oui, bien informés. Alors, soit ils vont avoir un tuyau, Oui. tout simplement. Soit ils vont capter, ils vont avoir l'adresse de la personne, ils vont capter pendant, comme on l'a vu pour le joueur de foot, ils vont capter que la personne est absente, ou via les réseaux sociaux. Souvent, on constate qu'une personnalité va dire tiens, je suis à tel endroit, je fais la fête, peu importe. Et puis, comme par hasard, ce soir-là, elle se fait cambrioler. Il y a visiblement la volonté de, comment dire, de saisir, de choquer tout de suite celui qui est visé par le homejacking pour lui faire perdre immédiatement ses moyens et le mettre hors d'état de nuire immédiatement. Mais c'est exactement ça, c'est semer le doute. En fait, c'est semer le doute, l'effet de surprise. Très souvent, à part dans ce cas-là, c'est soit, comme on l'a vu dans le cas de Vita, vers 6 heures du matin, soit Monsieur Guillon, c'était vers 2 heures du matin, le jour du PSG, c'était 2 heures du matin. Vous avez cet effet de surprise, la famille sur place, on s'assure que la famille sur place, parce que c'est très important pour eux, ils sont cagoulés, ils sont armés. L'effet de surprise, ils isolent une partie de la famille. Donc vous semez le doute et du coup la victime elle coopère, elle va ouvrir son coffre, elle donne tout l'ensemble de ses objets de luxe et de sa maroquinerie de luxe et c'est leur but à eux, c'est ça, c'est d'instaurer la peur et la surprise pour que les personnes coopèrent et qu'ils repartent avec un butin conséquent. Mais le 8%, on se dit, vu le traumatisme que ça représente, homejacking ou cambriolage, voilà, Ah, il faut... on se dit qu'on aimerait que ce soit plus. En tout cas, nous, on met les moyens parce que de manière, le protocole avec les parquets, c'est que de manière systématique, dès qu'il y a usage d'une arme ou qu'il s'agit d'une personnalité qui est attaquée, automatiquement, c'est une grosse PJ qui est saisie en général, un groupe de répression du banditisme ou voilà, la brigade de répression du banditisme. Et du coup, ça nous permet de décider les affaires avec beaucoup de moyens et beaucoup plus rapidement. Ce qui est important, et ça, faut le noter, c'est que dès le départ, on arrive des fois en même pas quelques semaines, à avoir des premières interpellations, parce que justement, il y a un gros travail de la police technique et scientifique. Par contre, si on n'a pas de traces ADN, les affaires, elles prennent jusqu'à 6 mois. Et les collègues, souvent, j'ai fait comme Maxime, je prends souvent un tâche avec les collègues avant de venir sur les plateaux, ils me disent qu'ils ont cette problématique de décriminalisation de l'affaire. Parce qu'en général, quand vous faites usage d'une arme avec séquestration, c'est criminel. Et du coup, c'est traité en assises. Mais quasiment systématiquement, au niveau de la justice, on bascule en délictuel et c'est traité en correctionnel. Du coup, les individus ne prennent que entre 4 et 7, 8 ans de prison, ce qui est très peu.